Voilà, on se retrouve, pour, la suite de Fantomètre contre le hibou. Ce 1 mois et demi, j'étais pas là parce que, bah, j'ai fait plein de choses. J'ai notamment déménagé et j'ai pris des vacances et j'ai aussi eu une extinction de voix. Donc du coup, je pouvais pas vraiment lire, c'était pas totalement possible. Mais du coup, on est reparti avec Fantomètre contre le hibou, donc on en est, au chapitre 5. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Donc on a en fait une espèce de société secrète qui, laisse des cartes de visite avec des hiboux qui, envoient des lettres de menaces à différents commerçants de la ville, de Framboisier si jamais, ils n'envoient pas d'argent, il me semble que c'est une histoire d'argent, il leur arrive des malheurs. Donc on a un fermier à qui on a coupé des arbres, on a, un marchand qui a failli voir des tonneaux, rentrer dans sa vitrine, un cinéma qui avait perdu ses bobines de film. Donc voilà, et à chaque fois, c'est signé avec un hibou et à la toute fin, du chapitre 4, on avait des mystérieux pompiers qui étaient masqués, on ne voyait pas leur visage et ils avaient laissé leurs extincteurs, sur place. Ils n'étaient pas rentrés avec, pour un truc un peu voilà, bon ça sentait le truc vraiment louche, donc pour très probablement que ces pompiers faisaient partie aussi, du hibou. Et donc on suit nos trois héroïnes. Donc on a, Françoise, Ficelle et Boulotte. Hem, Françoise, c'est la fille un peu sérieuse et intelligente. Ficelle, c'est la fille un peu tête en l'air, qui pense à tout sauf à l'école. Et Boulotte, c'est celle qui pense qu'à manger, voilà, bah, ça c'est son truc, c'est la bouffe. Hem et donc on suit ces trois jeunes filles qui, notamment grâce à Ficelle, ont formé, un club de détectives et donc s'engagent à, élucider le fameux mystère du hibou. Et donc on va commencer avec le chapitre 5. Chapitre 5, qui commence donc, la nuit, et on va, pour la première fois voir Fantomette. Fantomette qui est juste mentionnée en fait au début, du roman, comme quoi elle a, hem, démasqué quelque chose, mais vraiment, dans un truc d'article de journal quoi. C'était vraiment anecdotique. C'est peut-être le livre, un autre livre, ou quelque chose, mais pour l'instant on l'a pas encore vue, et donc là, elle va apparaître pour la première fois. Je pense faire à peu près 1 heure de lecture, peut-être même moins si jamais ma voix est très abîmée, mais on verra. Chapitre 5. Aventure nocturne. Fantomette jeta sur ses épaules une cape de soie noire et l'agrafa avec une boucle d'or en forme de F majuscule. Elle ajusta sur son visage un masque noir et glissa à sa ceinture une dague florentine à lame effilée. Elle se trouvait à l'intérieur d'un garage aménagé en atelier, qui éclairait une discrète lampe bleue. Dans un coin, un établi et de l'outillage. Dans un autre angle, un placard. Goutte un mute était appuyée une bicyclette contre un mur. C'est très bizarre comme formulation. Fantomette ouvrit le placard, en sortit un petit moteur à essence qu'elle accrocha et bloqua au guidon de la bicyclette au moyen de 2 écrous. Puis elle éteignit la lumière, ouvrit la porte et enfourcha son engin ainsi transformé en motocyclette. Le moteur lança une pétarade qui bientôt se changea en un ronronnement régulier. La jeune aventurière s'engagea sur la route de Fouilly. La lune était noire, mais sans nuages. Le clair de lune diffusait une douce lueur sur les champs, les haies et les bosquets. L'air frais était imprégné de senteurs végétales de la campagne. Au bout d'un moment, une silhouette plus sombre que le ciel apparut à l'horizon. La ferme du père Alfred. Père Alfred, je crois que c'est celui qui s'est fait couper les arbres. Fantomette coupa les gaz du moteur et arrêta son engin qu'elle dissimula en bordure de la route, derrière une haie. Elle poursuivit son chemin à pied, silencieusement. Arrivée à 200 mètres de la ferme, elle s'immobilisa et huma l'air. Une très légère brise lui frôlait le visage. « C'est parfait, » murmura-t-elle. « Le vent est contre moi. Par conséquent, le chien ne pourra pas me déceler. »
Elle quitta la route, sauta avec légèreté la barrière de bois qui fermait le verger où le prunier avait été abattu, et poursuivit sa progression en modérant son allure. Elle traversa le verger et parvint à proximité d'un poulailler, derrière lequel elle se dissimula. Elle n'était plus qu'à une vingtaine de mètres de la ferme. Ses yeux, aussi perçants que ceux d'un chat, s'étaient habitués à l'obscurité. En scrutant la masse noire de la ferme, elle aperçut un tout petit point rouge qui apparaissait à une fenêtre de l'étage. De temps en temps, cette lumière brillait d'un éclat plus vif. Notre fermier est à son poste, en train de monter la garde, et pour passer le temps, il fume une cigarette. Ce n'est d'ailleurs pas prudent, il risque de se faire repérer. S'il ne fumait pas, je n'aurais pas pu l'apercevoir. On eût pu croire que le fermier avait entendu l'avis de Fantomette, car au bout d'un instant, la cigarette s'éteignit. Les secondes s'écoulèrent, se transformant lentement en minutes, puis en quarts d'heure. Rien ne bougeait dans la ferme, ni aux alentours. La jeune aventurière étira un bras, puis l'autre, bâilla et grogna intérieurement. Je serai mieux dans mon lit. Si le hibou ne vient pas, j'aurai veillé pour rien. Dans le lointain, un bruit de moteur troubla le silence. Une voiture qui venait de fouiller. La lueur jaune des phares se rapprocha, faisant mouvoir les ombres des bouleaux qui bordaient la route. L'auto arriva au niveau de la ferme, la dépassa et s'éloigna en direction de Framboisie. Machinalement, Fantomette suivit du regard les feux de position qui disparurent lorsque le véhicule prit un tournant. Le bruit de moteur cessa. Fantomette allait de nouveau tourner ses yeux vers la ferme, quand une idée lui traversa l'esprit. La route que suivait la voiture qui venait de passer était rigoureusement en ligne droite. L'auto n'avait donc pu prendre de tournant, et si les feux n'étaient plus visibles, c'est parce qu'on les avait éteints. La conclusion était immédiate. La voiture s'était arrêtée. J'ai l'impression que nous allons avoir de la visite dans quelques minutes. Tomette scruta attentivement la route. Ainsi qu'elle l'avait prévu, deux silhouettes furtives ne tardèrent pas à apparaître, qui se glissaient d'un tronc d'arbre à l'autre, ou longeaient les haies en se courbant à demi. Elles suivirent le même chemin que celui pris par Fantomette. Comme elles franchirent la barrière et traversèrent le verger. Elles paraissaient porter des colis ou des seaux. Fantomette pensa: si ces deux noctambules reviennent par ici, nous allons pouvoir tenir une conférence à trois. Mais les deux inconnus n'allèrent pas jusqu'au poulailler. Ils s'arrêtèrent au milieu du verger. Ah, ils vont encore scier des arbres fruitiers. Cela ne me paraît guère prudent. Il n'y a pas d'orage pour couvrir les bruits de la scie. Les deux saboteurs avaient sans doute prévu le cas, car le matériel qu'ils avaient apporté ne semblait pas comprendre de scie. C'étaient plutôt des objets volumineux, des récipients. Les pupilles dilatées, Fantomette cherchait à comprendre quelle mystérieuse besogne accomplissait les deux visiteurs du soir, qui se penchaient sur ce qui avait l'air d'un seau et d'un arrosoir. Avec 1000 précautions, elle se rapprocha, et s'étant cachée derrière le tronc d'un vieux pommier, elle put constater qu'il s'agissait effectivement d'un seau et d'un arrosoir. Quelques instants plus tard, un des hommes se redressa et marcha lentement entre les arbres. Fantomette perçut un bruit d'eau. Mais le diable! Ils sont en train d'arroser le verger. Mais c'est une histoire de fou. Pourquoi font-ils cela? L'inconnu vida complètement son arrosoir, puis revint vers son complice qui s'était occupé à verser dans le seau le contenu d'un sac. Que contient ce sac? On dirait du plâtre. Le mélange de poudre et d'eau qui se trouvait dans le seau fut agité au moyen d'un bâton et transvasé dans l'arrosoir. La séance d'aspersion continua. Fantomette chercha longtemps une explication au manège bizarre des deux inconnus, et soudain elle comprit. Ils avaient entrepris la destruction systématique du verger, une destruction d'autant plus efficace qu'elle était silencieuse. À quoi bon scier des arbres? Cela faisait du bruit et c'est fatigant. Tandis qu'avec ce nouveau système, la poudre blanche était un produit toxique, du chlorate de soude probablement, que l'on utilise comme désherbant, mais qui fait aussi crever les beaux arbres fruitiers. Dans 3 ou 4 jours, les pruniers, les pêchers, les abricotiers empoisonnés commenceraient à perdre leurs fleurs et leurs fruits. Leurs racines pourriraient et le verger du père Alfred ne serait bientôt plus qu'un désert. Il s'agit de mettre bon ordre à tout cela, se dit Fantomette.
Elle décrocha de sa ceinture une lampe torche dont la lentille était entourée d'un anneau de caoutchouc qui protégeait des chocs. Elle l'alluma et en même temps la projeta de toutes ses forces comme une grenade en direction des deux hommes. La lance tournoya en traçant dans la nuit une trajectoire sinueuse et retomba dans l'herbe au pied des arroseurs en restant allumée. Fantomette perçut une exclamation de surprise et le bruit métallique de l'arrosoir qu'on laissait choir. Immédiatement après, un éclair orangé illumina le verger, accompagné d'une forte détonation. Un claquement sec se produisit contre le tronc du pommier, à 10 centimètres au-dessus de la tête de Fantomette. Elle se retourna. À quelques pas derrière elle, le fermier Alfred lui tirait dessus. Elle bondit vers lui aussi vite qu'un guépard, releva le canon du fusil comme le second coup partait et fit un croc-en-jambe au fermier qui s'étala sur le dos en lâchant son arbre que Fantomette attrapa au vol et envoya voltiger à 20 pas. Puis, sans plus s'occuper du cultivateur, qui se demandait ce qui venait de lui arriver, elle s'élança à la poursuite de deux saboteurs, qui s'enfuyaient à toutes jambes à travers le verger. Ils sautèrent la barrière comme des chevaux à Longchamp et y galopèrent sur la route en direction de leur voiture. Fantomette ramassa la lampe, sauta également la barrière et engagea une course au sprint avec les deux frouillards. Tonnerre, ils ont trop d'avance. Ils vont arriver à leur auto avant moi. Une seule chance de les rattraper. Mon vélo moteur. Elle courut jusqu'à l'endroit où elle avait dissimulé son engin, l'enfourcha et y donna 2 ou 3 coups de pédale. Le moteur toussa, cracha, octa sans démarrer. L'humidité froide de la nuit l'avait paralysée. Malheur, si ce satané machin ne veut pas partir, mes bons hommes vont s'échapper. Ah, enfin! Le moteur venait de se mettre à ronfler. Fantomette poussa un soupir de soulagement et ouvrit les gaz en grand. Elle entendit un claquement de portière qui se refermait et aperçut les feux rouges de l'auto. Elle n'était plus qu'à 100 mètres du véhicule quand le bruit du démarreur lui parvint. L'auto se mit en route avec un horrible raclement d'engrenage. Elle passa en seconde au moment où Fantomette parvenait à sa hauteur. Impossible de les arrêter, pensa-t-elle. Mais au moins, je veux voir la figure de ces individus. Elle eut à peine le temps de diriger sa lampe vers le visage du conducteur qui écrasa l'accélérateur. Mais ce court instant avait suffi à Fantomette pour voir que l'homme avait la tête dissimulée par une cagoule noire. Fin du chapitre 5. Chapitre 6. Pique-nique. Le jeudi matin, un titre énorme s'étendait sur les 5 colonnes de Framboisie Presse. Un hold-up sans précédent. Des gangsters déguisés en pompiers dévalisent une banque. L'article était ainsi rédigé. Hier, vers 19h, un début d'incendie s'était déclaré au bâtiment de la place de la mairie, dont le rez-de-chaussée est occupé par les locaux de la banque provinciale. De la fumée sortait des fenêtres du 3e étage et les pompiers accourus aussitôt ont maîtrisé le sinistre. Voilà du moins ce qu'ont cru les nombreux framboisiens qui stationnaient sur la place. En fait, voici ce qui s'est passé réellement. 3 audacieux gangsters, habillés en pompiers et le visage dissimulé par des masques à gaz, sont arrivés dans une camionnette qu'ils avaient peinte en rouge et à laquelle ils avaient adapté une échelle dépliable. Leur échelle leur a permis d'atteindre les fenêtres du 3e étage. Dès qu'ils eurent pénétré dans l'immeuble, ils justifièrent leur présence en enflammant un paquet de chiffons qui brûlèrent en produisant une épaisse fumée. Cet incendie s'est donc produit après l'arrivée des faux pompiers et non avant, comme l'avaient cru les témoins. Les bandits descendirent au rez-de-chaussée et enfoncèrent une porte intérieure de la banque, ce qui déclencha la sonnerie d'alarme. Un des gangsters eut alors l'audace d'avertir les agents qu'il allait couper le courant. Sûrs de n'être pas dérangés, les malfaiteurs découpèrent un coffre-fort au moyen d'un chalumeau oxylacétylénique dont les bouteilles avaient été peintes en rouge pour faire croire qu'il s'agissait d'extincteurs. Les malfaiteurs vidèrent le coffre de son contenu, des billets de banque, qu'ils enveloppèrent dans un drap auquel ils donnèrent l'aspect d'une forme humaine. La prétendue victime de l'incendie fut descendue par l'échelle et enfournée dans la voiture. Il ne resta plus aux pompiers d'opérette qu'à prendre le large, ce qu'ils firent sous la protection de la gendarmerie. On reste confondu devant l'ingéniosité et l'infernal toupet des bandits modernes. Espérons que le commissaire Maigrelet, qui vient d'arriver spécialement de Paris, mettra rapidement la main sur cette bande de malfaiteurs.
Le commissaire, qui a déjà montré son intuition dans des affaires célèbres, le vol de l'obélix de la Concorde, retrouvé dans la forêt de Rambouillet, la substitution de la Joconde remplacée par un Picasso, etc., disposera d'un précieux indice. À l'intérieur du coffre-fort, les voleurs ont laissé une carte de visite sur laquelle est dessiné un hibou. Ficelle déposa le journal sur le gazon, prit sur la petite table du jardin un verre d'orangeade, y plongea une paille et aspira le liquide en regardant passer les nuages. Alors, lui demanda Françoise, as-tu une opinion sur cette affaire? En tant que présidente du flic, tu dois nous donner des directives. Donc, le flic, c'est la bande de détectives qu'ils ont créée. La grande ficelle cessa de pomper et avoua d'un air penaud. Euh, je ne sais pas par où commencer. Le diable me transforme en nénuphar aquatique si je sais ce qu'il faut faire. Peut-être que Boulotte a une idée? Les trois filles étaient assises sur des chaises en rotin dans le jardin de Boulotte, où elles venaient de prendre le petit déjeuner. Si du moins Françoise et Ficelle avaient terminé, la grosse Boulotte, elle, continuait d'engloutir des tartines de beurre qu'elle plongeait dans un bol de café au lait qui avait à peu près les dimensions d'une petite soupière. Sans interrompre son exercice nutritif, la grosse fille hocha la tête en faisant signe qu'elle n'avait aucune espèce d'opinion concernant le hold-up. Ficelle grogna. Si je t'avais demandé ton avis sur la fricassée du veau à la turque, tu aurais sûrement eu une idée. Et toi, Françoise? La brunette entortilla autour d'un doigt une boucle de ses cheveux noirs. Moi, ma foi, je pense que nous avons affaire à toute une bande de pirates en terre ferme, les hiboux. Ils ont décidé de mettre à sac la région. Tu crois? Cela me paraît assez évident. Ils ont commencé par pressurer les fermiers ou les commerçants en les obligeant à leur verser une forte cotisation. Ceux qui refusent ont aussitôt des ennuis. On met le feu à leur ferme, on brise la vitrine du magasin ou l'on y crée du scandale. Comment ça? Oui, j'ai entendu dire que le charcutier Riette a perdu la moitié de sa clientèle parce qu'on a fait courir le bruit qu'il mettait du cheval dans son pâté. Et c'est la même bande qui a volé le film des Robin des Bois et Ivanhoé? Oui, ce sont eux. Et pourquoi? Pour faire du tort au directeur du Majestic. Le Majestic étant le cinéma. À lui aussi, la bande avait demandé de verser une cotisation et il avait sans doute refusé. Maintenant, il ne se contente plus de faire ce que les Américains appellent du racket. Il cambriole les banques. Et cela m'étonnerait qu'ils s'en tiennent à là. Plus ils volent d'argent, plus il leur en faut. Ficelle reposa son verre et tapa la table du poing légèrement pour ne pas se faire mal. Elle déclara avec énergie. Nous devons mettre fin aux activités néfastes des hiboux. Néfastes. Quoi? Aux activités néfastes. Oui, si tu veux, enfin, nous devons les arrêter. Bah, le commissaire Maigrelet va s'en charger. Enfin, crois-tu que nous ne puissions pas faire aussi bien que lui? Ce n'est pas parce qu'il fume une grosse pipe qu'il a plus de flair que nous. Tiens, il y a quelqu'un qui, à qui, il y a quelqu'un en qui j'aurais beaucoup plus confiance. C'est Fantomette. Dommage que nous ne sachions pas où elle habite. Nous aurions pu lui parler de cette affaire de hibou. Je suis sûre qu'elle aurait déjà capturé la bande. D'ailleurs, puisqu'elle semble habiter la région, c'est bien étonnant qu'elle ne soit pas déjà occupée de ces bandits. Qui sait, peut-être que justement elle s'en occupe. C'est ton opinion? Pourquoi pas? Elle doit être au courant de ce qui se passe en ville. Oui, bien sûr, mais... Oh, il me vint une drôle d'idée. Je t'écoute. Et si Fantomette, c'était le chef des hiboux? Ah, en effet, c'est une drôle d'idée. Mais il m'a semblé qu'elle est plutôt du côté des gens honnêtes. Mais si elle a changé d'avis? C'est bon pour toi de changer d'avis toutes les 5 minutes. Oh! Ficelle se renfrogna, mais comme effectivement elle avait les idées aussi fixes que celles d'un chat de 3 mois, elle pensa soudain à autre chose. Dites donc, puisque nous avons toute la journée libre, nous devrions faire une petite excursion. Avec un pique-nique? Demanda Boulotte. Mais oui.
Ah, chic, ça va être amusant. On va emporter des œufs durs, du fromage, du beurre, des olives, des pommes, du raisin, du jambon. Tu vas lâcher chez Riette dit Ficelle. Oui, pourquoi? Alors ce sera du jambon de cheval? Mais Boulotte méprisa cette supposition. Elle demanda: de quel côté allons-nous aller? Vers Fouilly? Non, dit Françoise, c'est un endroit plat, sans intérêt. Allons plutôt au nord de Framboisie, dans les bois. Ah, bonne idée, s'écria Ficelle. On pourra grimper aux arbres ou écouter le chant du rossignol. Et puis, je vais emporter un ballon, un anneau, des raquettes, une corde à sauter, mon jeu de fléchettes, le filet à papillons. Tout ceci ne va guère faire avancer l'enquête, observa Françoise. Ah, mais je vais emporter ma loupe pour détecter des indices. Et toi, tu emportes quelque chose? Oui, mon appareil photo. À faire pour photographier les indices que tu vas découvrir avec ta loupe. Il reste un œuf dur, qui le veut? Demanda Ficelle. Moi, dit Boulotte. Mais tu en as déjà mangé 3. Ça ne fait rien, donne-le-moi tout de même. C'est bon les œufs, et puis ça fait maigrir. Les 3 filles s'étaient installées dans une clairière au milieu des bois. Le soleil avait eu la bonne idée de montrer sa figure ronde et vermeille que l'on pouvait apercevoir à travers des feuillages des arbres. Des oiseaux de toutes espèces, que Ficelle baptisait invariablement rossignols, gazouillaient dans les branches. Assis sur une pierre, Boulotte dévorait le contenu du panier. Ficelle pelait une pêche en faisant dégouliner le jus sur ses doigts. Françoise s'était allongée dans l'herbe et contemplait les frondaisons en mâchonnant la tige d'une pâquerette. Tout en poursuivant ses tentatives d'épluchage, Ficelle exposait une idée qui venait de jaillir de son cerveau. Je pense à une chose. Le hibou a ordonné au fermier Alfred d'envoyer sa cotisation chez maître Le Fol. Donc, celui-ci connaît certainement l'identité des bandits, et nous pourrions la lui demander. Tu oublies, dit Françoise, qu'il est lié par le secret professionnel. Il ne doit pas raconter à n'importe qui les affaires de ses clients. D'autre part, rien ne prouve qu'il soit au courant des activités du hibou. On lui fait parvenir de l'argent, mais il ignore peut-être que cet argent a été obtenu sous la menace. Alors le plus simple est que nous mettions la main sur le hibou. Bien sûr, et je ne doute pas que grâce à ton flair proverbial, nous n'y parvenions dans les délais les plus brefs. La grande ficelle ne perdit pas toute l'ironie que contenaient les paroles de Françoise. Elle conclut simplement que son amie avait le jugement très sûr. Le déjeuner fut suivi d'une petite sieste, puis les 3 filles s'adonnèrent aux joies de la promenade en forêt. Françoise cueillait des petites fleurs. Boulotte rafraîchissait son visage en agitant un éventail formé d'une grande ficelle de rhubarbe à lapin. Quant à Ficelle, elle levait les yeux pour tâcher d'apercevoir des rossignols. Si j'essayais de monter à un arbre, je pourrais peut-être en attraper un. Bonne idée, approuva Françoise. Tu ne risques guère que de te casser 2 ou 3 jambes. Tu crois? Bah, je verrais bien. Elle choisit un arbre assez mince, en haut duquel sifflait un rossignol qui ressemblait à un merle. Elle agrippa le tronc, s'accrocha aux aspérités, cria Oh, hiss pour céder et parvint tant bien que mal à la première branche. Ensuite, ce fut plus facile. Elle grimpa sur la deuxième, la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à l'endroit où était l'oiseau. Où était, car le gracieux volatile, se rendant compte qu'une intruse s'intéressait un peu trop à lui, venait de prendre son vol. Ficelle en fut très étonnée. Pourtant, je ne voulais pas le manger. Je l'aurais simplement emporté à la maison et il m'aurait servi de réveil matin. C'est bête, ça. Enfin, je n'ai plus qu'à redescendre. Elle allait le faire, lorsqu'en regardant aux alentours, pour voir si un autre oiseau ne s'était pas perché sur un arbre voisin, elle entrevit à quelque distance un objet rouge. Un objet qui paraissait se trouver au milieu d'un chemin forestier. Quel est donc ce machin rouge? Sapristi, mais on dirait. Pas possible. Ce serait magnifique. Descendons en vitesse. Elle dégringola de l'arbre avec une telle précipitation que ses amis crurent qu'elle avait perdu l'équilibre. Françoise demanda: Que t'arrive-t-il? Tu es bien pressée de revenir à terre. Pourtant, l'air des altitudes est très sain.
Ah, il s'agit bien d'air. Vous ne savez pas ce que je viens de voir? Non, un nid de pie. Pas du tout. Venez avec moi, c'est urgent. Intrigués, Françoise et Boulotte suivirent la grande ficelle qui s'éloignait au pas gymnastique. Pas si vite, s'écria Boulotte. Je suis en pleine digestion. Mais Ficelle ne l'écoutait pas. Arrivée sur le chemin forestier, elle s'arrêta, se planta et étendit le bras en lançant une exclamation de triomphe. Regardez ce que j'ai découvert de mon perchoir! Une camionnette rouge, surmontée d'une échelle, stationnait au milieu du chemin. La voiture des pompiers, ou plutôt des escrocs. Tout à l'heure, on parlait de mon flair. Eh bien, avouez que j'en ai du flair. Françoise émit un petit sifflement qui indiquait qu'elle s'intéressait vivement à la trouvaille de son amie. Décidément, ma chère ficelle, tu as l'étoffe d'un bon détective. D'abord le bout de fil bleu et noir, maintenant cette pièce à conviction. Et elle est de taille. En effet, les trois filles s'approchèrent du véhicule et commencèrent à la regarder sur toutes les coutures. C'était une camionnette à cabine avancée, en tôle ondulée, sur laquelle on avait boulonné une échelle coulissante qu'une manivelle permettait de redresser. Françoise examina le mécanisme de très près, palpa les boulons et la manivelle. Puis, elle flaira à la surface de la tôle. La peinture est récente, on l'a passée au pistolet. Elle jeta un rapide coup d'œil à l'intérieur du véhicule, ressortit et alla s'asseoir au pied d'un arbre. Au contraire, Ficelle et Boulotte visitèrent la camionnette minutieusement, dans l'espoir de découvrir de nouveaux indices. Mais elle avait été soigneusement vidée. Ficelle soupira. Pas le moindre mégot, pas le plus petit bouton de colle. Elle se mettait à genoux, se courbait en avant, le nez à 10 centimètres du plancher, dont elle explorait chaque centimètre carré avec sa loupe. Elle scruta les parois, les sièges, le volant, le vide-poche. Rien, c'est rageant. Elle sortit de sa camionnette et constata que Françoise se désintéressait totalement des recherches, se contentant d'observer d'un œil indifférent le remue-ménage de ses amis. La grande fille s'indigna. Comment? Nous faisons tout le travail et tu restes là, à mordiller des brins d'herbe. Tu pourrais nous donner un coup de main? La brunette sourit. C'est inutile puisque tu es très qualifiée pour ce genre d'enquête. Je suis certaine que tu n'as pas besoin de moi. Mais si, je n'arrive pas à trouver d'indices. Tu as tout vu en détail? Oui, tout. C'est certain? C'est absolument sûr. Françoise hocha la tête. Tu n'as pas regardé les pédales. Ficelle poussa une exclamation et fit précipitamment demi-tour. Elle monta dans la camionnette, se pencha vers les pédales et s'écria. Ça y est, il y a plein d'indices. Elle ressortit en pointant un index en avant. Regardez. Au bout de son doigt, il y avait un peu de terre glaise verdâtre. Bravo, dit Françoise. Voilà enfin une découverte. Tu crois? Demanda Ficelle avec ravissement. Oui, c'est la première indication vraiment sérieuse. Boulotte ouvrait des yeux ronds. Je ne vois qu'un bout de terre glaise. C'en est, dit Françoise. C'est même une variété que l'on appelle marne à gypse ou marne verte. Je vois pas en quoi cela peut nous servir. Oh si, le seul endroit où l'on trouve de la marne verte à la surface du sol, c'est au bord de l'Ondine, à 2 kilomètres en amont de la ville, près du vieux moulin à eau. Alors, ceci nous prouve que les faux pompiers ont marché à cet endroit-là. Rappelez-vous l'orage qui s'est produit il y a 2 nuits. Le sol a été détrempé et la terre glaise doit former une jolie bouillie. En revenant du hold-up, les hiboux ont piétiné dans cette glaise et celui qui conduisait la camionnette a essuyé ses semelles sur les pédales. Alors les gangsters se sont arrêtés près du moulin? Évidemment. Ensuite, l'un d'eux est venu abandonner le véhicule dans ce bois. Mais qu'ont-ils fait près du moulin? Françoise eut un geste vague. Je ne le sais pas au juste, mais on peut supposer qu'ils y ont partagé le gain. Ficelle se grattait le nez, signe de réflexion profonde. Et si nous allions jeter un coup d'œil à cet endroit-là? J'allais vous le proposer. Enthousiasmée par la découverte de cette nouvelle piste, Ficelle se mit en route à toute allure, distançant rapidement Boulotte qui s'essoufflait et Françoise qui flânait nonchalamment. Un quart d'heure plus tard, la grande fille arrivait au bord de l'Ondine.
paisible rivière qui arrosait Framboisie. Elle allongeait la berge en remontant le cours d'eau jusqu'à l'endroit où était installé un antique moulin, dont la roue en bois tournait lentement en barbotant dans l'eau. C'est dans ce moulin que l'on écrasait jadis les grains de blé pour en extraire la farine. Mais les minoteries modernes avaient réduit le moulin à n'être plus qu'une attraction pour les pêcheurs du dimanche. C'était une bâtisse carrée, de pierre grise, recouverte d'un toit quelque peu transformé en passoire. Pour y accéder, il fallait traverser une étendue de terre verte qui s'étalait sur une dizaine de mètres, la fameuse Marne, qui avait adhéré aux semelles des bandits. Ficelle n'osa pas s'avancer à travers la glaise. Elle resta au bord, attendant l'arrivée de ses amis. Françoise et Boulotte la retrouvèrent accroupie, examinant à la loupe les traces de pneus. Venez voir, j'ai encore trouvé des indices. L'empreinte des roues de la camionnette. C'est parfait, dit Françoise. Voilà qui confirme nos déductions. Sauf erreur, c'est dans ce moulin que se réunissent les hiboux. J'ai bien envie d'aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Seulement, je ne veux pas patauger dans cette bouillasse. Comment faire? Ah, si j'avais des ailes comme les rossignols, j'irais en volant. À défaut de voie terrestre ou aérienne, nous pouvons prendre la voie marine. Comment ça? Sur l'Ondine, il doit y avoir une ouverture dans la façade du moulin qui donne sur la rivière, du côté où se trouve la route. En venant ici, j'ai remarqué une barque près d'un bouquet de roseaux. Ah, très bien. Et il y a des rampes? Non, mais je pense qu'avec des perches. C'est une idée éblouissante. Les trois filles redescendirent le long de la berge jusqu'à l'emplacement où était amarrée une barque qui devait appartenir à quelques pêcheurs. Boulotte s'inquiéta. Et si le propriétaire vient par ici? Nous n'en aurons pas pour longtemps, dit Françoise. Nous ne ferons qu'aller et venir. Françoise choisit 3 roseaux, longs et de gros diamètre, qu'elle tailla avec son canif, dont la lame était particulièrement bien aiguisée. Elle s'assura que ces perches improvisées étaient suffisamment longues pour atteindre le fond de la rivière, d'ailleurs peu profonde sur les bords, puis elle embarqua. Boulotte avait suivi le mouvement en manquant de se faire chavirer la barque sous son poids. Ficelle avait failli piquer une tête dans l'ondine. Elle se cramponna à Françoise en plongeant la jambe dans l'eau. Ouin, j'ai mon pied mouillé. Je vais m'enrhumer. C'est quel pied? Demanda Françoise. Le droit. Alors tu ne risques rien. On ne s'enrhume que du pied gauche. Tu crois? Évidemment, c'est bien connu. Rassurée, la grande ficelle ne s'occupa plus du pied mouillé et s'appliqua à manœuvrer la perche de son mieux. Après quelques tentatives infructueuses qui se soldèrent par un accroc à la robe de Boulotte, elle parvint à la manier sinon d'une façon à peu près inoffensive, sinon efficace. Tant bien que mal, la barque remonta le courant en direction du moulin. Les filles purent alors distinguer, à côté de la roue, une fenêtre qui s'ouvrait sur Ondine. Ah, dit Ficelle, Françoise avait raison. Il y a une ouverture dans cette façade. Nous allons peut-être pouvoir passer par là. Encore un petit effort. La barque se rapprocha lentement du moulin. Il s'agissait de ne pas se heurter contre les aubes de la roue. Les derniers mètres furent parcourus avec prudence. L'embarcation vient se branger contre la pierre du bâtiment, juste sous la fenêtre et à 2 mètres environ des palettes qui montaient et descendaient en clapotant. Ficelle se mit debout et s'accrocha au nez de l'ouverture qui était au niveau de son nez. Elle dressa la pointe des pieds et tenta de regarder à travers les carreaux poussiéreux. Mais cette poussière devait être particulièrement épaisse, car elle ne put rien distinguer de ce qu'il y avait à l'intérieur du bâtiment. Françoise leva les yeux. De la fenêtre se trouvait une petite imposte fermée par un grillage. En se mettant debout sur l'appui, il devait être possible de glisser un regard à travers le grillage. Je vais grimper, décida Ficelle. Aidée par Françoise, elle fit un rétablissement assez acrobatique qui l'amena sur le bord de la pierre où elle se retrouva à 4 pattes. Il se produisit alors un fait totalement imprévu. La fenêtre s'ouvrit soudain. La grande fille plongea dans l'intérieur de la bâtisse en poussant un cri de terreur. À peine eut-elle disparu que Françoise bondit sur le chemin de la rivière et sauta à son tour dans le moulin.
Assise sur le plancher, Ficelle comptait ses côtes et se tâtait bras et jambes pour vérifier que tout était en place. Elle grogna. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La fenêtre s'est ouverte, tout simplement. Les battants n'étaient que poussés. Eh bien, le propriétaire aurait pu prévenir. Tu ne t'es rien cassé? Non, ça va. Boulotte vient-elle? Il faut qu'elle reste dans la barque pour la maintenir, sans quoi le courant l'emporterait. Tout en disant ces mots, Françoise regardait autour d'elle. L'intérieur du moulin ne formait qu'une seule pièce au mur de pierre nu. Les poutres qui soutenaient le toit semblaient être le lieu de séjour idéal d'une charmante collection d'araignées qui s'accommodaient fort bien des odeurs de moisissure qui flottaient dans l'air. Mais ce qui attirait l'attention, ce n'étaient pas les araignées. C'était un spectacle inattendu dans ce moulin abandonné depuis près d'un siècle, celui de la meule, de la meule qui tournait. Je vais boire un coup. Lentement, comme un rouleau compresseur, un gros cylindre de grès se mouvait en rond sur un socle de pierre avec un crissement doux. Il recevait l'énergie de la route à palettes par l'intermédiaire d'un engrenage. Bizarre, murmura Françoise. Ces pièces mécaniques devaient être rouillées depuis des années. Or, le métal est brillant. Les roues dentées sont bien huilées. Cet engin est en parfait état de fonctionnement. Mais il ne moue que du vide. Et tout ça demanda Ficelle. À quoi ça peut bien servir? Dans la partie de la pièce qui n'était pas occupée par la meule, l'on devait endasser les sacs de farine. 3 bancs de bois étaient alignés devant une estrade surmontée d'une table. On dirait une salle de classe, remarqua Ficelle. Ou tout simplement une salle de réunion, dit Françoise. Voici une nouvelle confirmation de nos théories. C'est bien ici que se réunissent les hiboux. Alors je vais pouvoir chercher des indices. Ficelle recommença la séance qu'elle avait faite dans la camionnette, furetant, se levant, se laissant, examinant à la loupe chaque banc, chaque lame de plancher. Au bout d'un moment, elle se releva à l'air déçu. Rien, pas de nouvelles pièces à conviction. Dommage. Enfin, nous savons que les hiboux venaient ici, c'est déjà beaucoup. Ficelle approuva. C'est vrai, voilà tout de même un beau résultat. Le flic est décidément un club de grands détectives. Nous sommes encore plus habiles que la fameuse fantomette. Ah, si elle pouvait vous voir, elle crèverait de jalousie. Sûrement. Crois-tu qu'elle s'occupe des hiboux? Ce n'est pas impossible. Dans ce cas, nous serions 3 concurrents sur cette affaire. Elle, le commissaire Maigrelet et notre club. Mais nous serons certainement les premiers à capturer les bandits. Nos investigations sont bien avancées. Investigation. Ah, c'est comme ça qu'on dit. Eh bien, à nos investigations, elle avait dit, ok. Eh bien, nous avons de l'avance. Il ne nous reste plus qu'à connaître le moment où se réunissent les hiboux et à les capturer. Mais, dit Boulotte, qui parlait à travers la fenêtre, comment saurons-nous si les bandits vont revenir ici? Nous ne pouvons pas les attendre indéfiniment. Effectivement. À ton avis, Françoise, quand vont-ils revenir, ces vilains oiseaux? La brunette tapa discrètement dessus de la table. Quand? Oui. Elle réfléchit pendant quelques instants, puis répondit nettement. Cette nuit. Vraiment? Et pourquoi? Parce que les hiboux sont en pleine activité. Au début, ils se contentaient des cotisations, mais c'est devenu insuffisant. Leur chef a sans doute donné l'ordre d'organiser une série d'opérations de grande envergure, dont la plus spectaculaire est le cambriolage de la banque. Donc, ils doivent nécessairement se réunir pour combiner des nouveaux plans, ou faire leur compte, ou je vais faire ou devoir faire leur compte, devoir ou recevoir des ordres, préparer d'autres cambriolages. Tout ce travail doit exiger des réunions fréquentes, et comme nous pouvons constater que le jour ils ne sont pas ici, c'est qu'ils y viennent la nuit. C'est évident, c'est mathématique. Alors, si nous surveillons le moulin cette nuit, nous aurons des chances de les revoir? Probablement. Ficelle se frotta les mains de jubilation. Alors nous allons revenir cette nuit. Tu es d'accord, Boulotte? Oui. Bon, très bien. Nous allons contempler ces bandits en chair et en os. Ce sera très dangereux. J'en tremble déjà de peur. C'est merveilleux.
Sur cette agréable perspective, les filles remontèrent dans la barque et rentrèrent à Framboisie. Fin du chapitre 6. Chapitre 7. Le hibou. La nuit était noire, mais le mince croissant blanc d'un premier quartier de lune, joint à quelques étoiles bien astiquées, suffisait à dessiner les contours de la barque. Laissons les vélos ici, dit Françoise, et embarquons. Après le repas du soir, les 3 filles étaient montées à bicyclette pour revenir en amont de Londines, jusqu'au roseau où elles avaient laissé le bateau après leur visite au moulin. Françoise alluma une lampe électrique pour faciliter l'embarquement de ses amis. Dès que l'opération fut terminée, elle éteignit. Les membres du Framboisier Limé Club prirent en main les perches de bambou et contemplèrent leur navigation nocturne dans un silence complet. 9 heures sonnaient dans le lointain, au clocher de Framboisie. Exceptionnellement, la bavarde ficelle se taisait, impressionnée par la perspective de se trouver en présence de bandits qui mettaient à sac la région. Elle lança des regards furtifs à Boulotte, qui mastiquait des caramels mous, et à Françoise, qui observait avec attention les rives de l'Ondine. La barque glissait régulièrement, sans à-coups. Les 3 navigatrices, commençant déjà à manier les perches avec l'aisance des gondoliers vénitiens, bientôt le glouglou de la roue des aubes se fit entendre. Puis, on put apercevoir la masse grisâtre du moulin. Au milieu de cette masse, la fenêtre formait un rectangle jaunâtre. Un sourire se dessina sur les lèvres de Françoise. Elle murmura: Les hiboux sont au rendez-vous. Ficelle cessa un instant de propulser la barque. Elle regarda également la fenêtre et dit à voix basse: Il faudrait peut-être mieux de faire demi-tour. Comment demanda Françoise. Tu as peur? Non, ce n'est pas que j'ai peur, mais je suis pas très rassurée. Imagine-toi que tu es fantomette, ça te donnera du courage. La barque s'approcha du moulin et, comme la première fois, vint se placer juste sous la fenêtre dont la croisée était entr'ouverte. Les 3 jeunes détectives se mirent debout, s'accrochèrent à l'appui et glissèrent leurs regards vers l'intérieur du moulin. Alors, elles purent voir un étonnant spectacle. Au mur de la pièce étaient fixés des flambeaux de résine qui projetaient des lueurs dansantes et fumeuses sur une étrange assistance. Les 3 bancs étaient occupés par une douzaine de personnages, entièrement revêtus d'une longue robe noire, et dont la tête disparaissait sous des hautes cagoules pointues. Ils ressemblaient à ces pénitents religieux qui vont en procession, un cierge à la main. Ou au Ku Klux Klan, je pense. Chacun des bandits portait sur la poitrine le dessin d'un hibou blanc, au centre duquel il était inscrit un numéro. Ils étaient immobiles, silencieux. Sur l'estrade, de part et d'autre de la table, 2 autres cagoulards se tenaient debout. Ils portaient les numéros 2 et 3. Derrière la table était assis celui qui devait être le chef de l'étrange confrérie, marqué du numéro 1. Au pied de l'estrade, un homme occupait une chaise à laquelle il était attaché par des courroies. Le bas de son visage disparaissait sous un bâillon. Ficelle étouffa une exclamation et poussa Françoise du coude. C'est le fermier Alfred. Chut. Mais ce qui donnait à cette assemblée de fantômes un caractère tragique, ce qui fit frémir les 3 filles, c'était la meule qui tournait inlassablement sur le socle de pierre barbouillé d'un liquide rouge. Mon Dieu, souffla Ficelle, qu'ont-ils écrasé sous la meule? Le hibou numéro 2 examina l'assistance en s'assurant qu'on allait l'écouter avec attention, puis il prononça ses paroles. Chers confrères, nous sommes réunis ce soir pour accomplir différentes tâches dont nous verrons le détail dans un moment. Pour l'instant, un travail urgent nous attend. Il descendit de l'estrade et vint se placer à côté du père Alfred. Vous avez devant vous, mes chers confrères, un cultivateur de la région, un de ces gros fermiers qui se plaignent toujours de la sécheresse qui brûle leur blé ou de l'eau qui noie leurs vignes, qui pleurent quand la récolte est mauvaise et gémissent quand elle est trop abondante, mais qui entassent chaque année un nombre respectable de billets de 1000. Je sais pas ce que c'est les billets de 1000. C'est peut-être des billets de 100 maintenant, je sais pas. Et il y avait pas des billets de 1000 € quand même. Il y avait des billets de 1000 €, de 1000 francs. C'était à l'époque des francs. Faudrait que je regarde. Il marqua une pause. Le silence ne fut plus troublé que par le clapotis de l'eau contre les palettes de la roue et le sinistre cheminement de la meule sur la pierre tachée de rouge.
Le hibou numéro 2 reprit. Pour témoigner à cet homme l'intérêt que nous lui portons, nous avons décidé de le faire entrer dans notre confrérie, moyennant une modeste cotisation. Il a refusé. Un murmure des approbateurs parcourut l'assistance. Il a refusé, en négligeant de verser la modique somme que nous lui demandions. Nous lui avions envoyé un premier avertissement, dont il n'a pas tenu compte. Pour lui donner une leçon, nous avons scié l'un de ses arbres fruitiers. Mais cela n'a pas suffi, et nous avons été contraints de détruire son verger. Or, il paraît que notre homme est entêté, puisqu'il n'a toujours pas réglé sa cotisation. Les filles regardaient de tous leurs yeux, écoutaient de toutes leurs oreilles. Et c'était une chose bizarre que ces mots qui sortaient d'une cagoule, sans qu'on pût voir quelles lèvres les prononçaient. Nous avons fixé la cotisation à un montant raisonnable, mais comme cet homme, par sa mauvaise volonté, nous porte préjudice, nous allons tripler la somme. Le numéro 2 se pencha vers le fermier et dit vous avez entendu, cher monsieur Alfred. Nous allons vous détacher et nous allons nous signer vous allez nous signer un chèque immédiatement. Le captif secoua énergiquement la tête. Non, vous ne voulez pas. Le fermier continua de protester muettement avec la tête, son bâillon l'empêchant de prononcer la moindre parole. Le numéro 2 leva les bras à demi et déclara d'une voix triste. Je suis désolé. Votre stupide obstination va nous contraindre à vous appliquer le traitement qu'a subi cette nuit un autre cultivateur qui, comme vous, avait refusé de payer sa quote-part. D'un geste large, le hibou désigna la sinistre meule. Le fermier regarda dans la direction qu'indiquait le bandit. Ses yeux s'arrondirent d'épouvanté. « Ah, ça devient sérieux !» murmura Ficelle. Le malfaiteur se tourna vers le numéro 1 et demanda. « Grand hibou, appliquons-nous à cet homme l'opération de la meule ?» Le numéro 1, sans prononcer une parole, inclina la tête pour marquer son assentissement. Aussitôt, 2 des bandits se levèrent de leur banc, saisirent la chaise sur laquelle était le père Alfred et soulevèrent le tout pour le porter jusqu'à la meule. « Très bien, dit le numéro 1. Vous allez lui poser la tête sur le socle. »« Mille diables !» balbutia Ficelle. « Ils vont l'assassiner !» Françoise lui serra le bras en murmurant. « Tais-toi, le fermier ne risque rien du tout. »« Mais, mais !» Regarde. L'homme s'agitait et se débattait de toutes ses forces, en roulant des yeux épouvantés. Le grand hibou leva le bras. Les 2 bourreaux s'immobilisèrent. Le hibou numéro 2 se pencha sur le cultivateur et lui demanda. « Êtes-vous disposé à signer ce chèque ?» Le malheureux agita la tête affirmativement. « Est-ce bien sûr ?» Nouvelle affirmation. « Vous êtes donc prêt à entrer dans notre confrérie, à obéir aveuglément aux ordres donnés par le grand hibou ?» Le père Alfred remuait frénétiquement la tête, de haut en bas et de bas en haut, pour manifester son adhésion. Le numéro 2 se redressa. « Détachez-le !» Les 2 aides s'empressèrent. Le cultivateur fut débarrassé de ses liens et on lui présenta son propre carnet de chèques qu'il signa avec empressement. Puis le numéro 2 remonta sur l'estrade et déclara. « Mes chers confrères, notre néophyte vient de payer sa cotisation. Il est donc des nôtres et peut dès à présent revêtir l'habit de notre association. » Le grand hibou se leva. Malgré son nom, il était de taille assez petite. Il détacha une robe que soutenait un clou planté à côté d'un flambeau. La fit revêtir par le cultivateur, lui cacha la tête sous une cagoule qui portait le numéro 15. Puis il le prit par la manche, l'amena jusqu'à une place libre et lui fit signe de s'asseoir sur le banc. Après quoi, il revint derrière sa table. La cérémonie était terminée. « Sapristi !» grogna Françoise entre ses dents. « Ils ont une manière efficace pour regrouper de nouveaux adhérents. S'ils appliquent ce système à tous les framboisiens, ils seront bientôt plusieurs milliers. » Le hibou numéro 2, qui semblait faire office de secrétaire général, consulta divers papiers, puis annonça. « Mes chers confrères, nous allons préparer les opérations pour la journée de demain vendredi. Ainsi que nous l'avons prévu lors de notre première rencontre, nous allons nous occuper de l'éléphant. L'opération se déroule en 2 temps. Premièrement, les hiboux numéros 4, 5 et 6 se rendent au point B. Je n'ai pas besoin de vous rappeler où se trouve le point B. » Hochement de tête, approbateur dans l'assistance.
L'opération débutera demain matin de 10 à 10h17. Les hiboux 7, 8, 9 et 10 entreront en action pour attaquer l'éléphant. Ils seront protégés par les numéros 11 et 12 qui se posteront au point G et ne le quitteront que lorsque les premiers auront terminé. Nous ne devrions pas avoir autant de difficultés. Il se tourna vers le côté du banc où était assis le cultivateur. Puisque nous comptions parmi notre assemblée un nouveau membre, nous allons lui faire l'honneur de le désigner pour provoquer l'explosion. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Non? Bien. Demain, nous fixerons les détails des travaux de samedi. La séance est levée. Les hiboux quittèrent la salle en emportant les flambeaux, qu'ils éteignirent dès qu'ils furent au dehors. Le grand hibou sortit en dernier, après s'être assuré d'un coup d'œil qu'il ne lui restait rien de compromettant. Il referma derrière lui la porte de la bâtisse. Quelques instants plus tard, des bruits de moteur se firent entendre. Les hiboux repartaient en voiture. Qu'allons-nous faire demanda Ficelle. Nous les suivons? Françoise hocha la tête. Tu n'as pas la prétention de courir après des voitures? Elle fit un rétablissement sur l'appui de la fenêtre, alluma sa lampe et sauta à l'intérieur du bâtiment. Ficelle demanda. Que veux-tu faire? Chercher des indices? Ils n'ont rien laissé derrière eux. Je veux seulement faire une petite vérification. Elle était penchée sur le socle de la meule et trempait un doigt dans le sang qui la maculait. Elle s'essuya avec son mouchoir et sourit. C'est bien ce que je pensais. J'avais raison en disant qu'Alfred ne risquait rien. Pourquoi? C'est de l'encre rouge, tout comme celle dont se sert mademoiselle Bigoudi pour inscrire des zéros dans tes cahiers. Où est-ce que je suis? Ah voilà. Ah, mais pourquoi avoir mis cette encre sur la meule? Pour impressionner le fermier. Quand le hibou a dit qu'ils avaient écrasé un cultivateur la nuit dernière, j'ai compris aussitôt que c'était du bluff, puisque nous étions venus nous-mêmes dans l'après-midi et que la meule était intacte. Seulement, avec ce petit truc, les nouveaux venus font fausse route et les hiboux leur font faire ce qu'ils veulent. Oui, ils leur font signer des chèques. Voilà. Françoise remonta dans la barque et s'empara d'une perche. Où allons-nous maintenant? Demanda Boulotte. Nous allons nous coucher. Ficelle protesta. Ah non. Nous allons nous coucher. Ficelle protesta. Comment? Tu parles d'aller te coucher alors que demain les hiboux vont attaquer un éléphant? Françoise haussa les épaules. Sais-tu qui est cet éléphant et où sont les points B et G? Non. Alors que veux-tu faire? Mais je ne sais pas, moi, avertir le commissaire Maigrelet. Si le commissaire entend au bout d'une file une voix lui annonçant qu'un hibou attaquera un éléphant demain à 10h17, il raccrochera en se demandant s'il a affaire à une folle. Ah oui, évidemment. Ficelle plongea sa perche dans l'eau et soupira. Quel dommage que Fantomesse ne fasse pas partie de notre club. Je suis sûre qu'elle devinerait qu'elle devinerait ce qu'est cette histoire d'éléphant. Et voilà. Voilà, donc on a fini avec pour aujourd'hui, donc on en est au chapitre 8. On est à plus de la moitié déjà. Donc je pense qu'encore 2 séances et ça devrait être bon. Donc voilà, bon, c'est sympa, hein. Après, effectivement, on ne sait pas encore, ce qui se passe et pourquoi. Donc mais voilà, c'est un peu rigolo comme lecture, c'est un peu détente. Je peux faire plein de enfin un peu jouer avec ma voix et tout. Bon là, j'ai encore la voix cassée en fait, hein. C'est un peu difficile de lire d'une traite. Mais c'est sympa, moi j'ai bien aimé. Et puis bah du coup j'espère que la prochaine fois elle arrivera un peu plus vite que cette fois-ci. Et puis bah moi je vous dis à bientôt. Bye!